Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Je rentre de vacances, je suis complètement en décalage horaire. Là, il est 14 heures et je me réveille. Donc, il va falloir quelques jours pour recaler un petit peu tout ça. Normalement, lundi, tout devrait rentrer dans l'ordre. Je vous fais quand même une émission aujourd'hui, même si très sincèrement, j'en ai pas du tout envie. Mais comme je sais que les cryptos bougent et que, évidemment, vous vous posez des questions, je vais essayer d'y répondre. Donc, avant toute chose, grand merci et grand plaisir passé avec nos amis du Québec. On se reverra bientôt, évidemment. Et je vous rappelle, donc, l'année prochaine, j'irai prendre ma petite voiture et faire des tours de France pour vous voir avec les autres. Plus je fais ça, hein, donc de sortir et d'aller vous voir en personne, plus j'adore ce concept. Donc évidemment, j'ai bien l'intention de continuer. Et pas qu'en France, hein, il va de soi, j'essaierai après d'élargir un peu, tour d'Europe, la Russie, l'Asie, et les États-Unis après, on verra tout ça. Enfin bon, ça c'est dans longtemps. Reparlons marché. Donc on va commencer crypto parce que j'imagine que c'est là où ça va vous intéresser puisque ça s'est remis à bouger dernièrement. C'est les cryptos qui font donc rechuter, enfin les altcoins qui font donc rechuter le Bitcoin. Ça saigne fort. De toute façon, c'est plus ou moins ce qui avait été anticipé. Comme je l'ai dit, ça collait pas au profil sur l'Ethereum de se bloquer avec une structure double bottom sur le... On va reparler de tout ça. Donc on va commencer Bitcoin d'abord puisque c'est effectivement là que se fait le stockage de valeur. On voit bien que par rapport aux altcoins, c'est lui qui tient le mieux. Maintenant, attention, je m'attends bien à ce que lui aussi fasse un petit coup saignant. Tout simplement, il y avait deux options. Je vais pas tourner autour du pot. Il y avait ici franchement une option avec ce creux supérieur au creux précédent qu'on se dirige doucement mais sûrement vers la zone des 8005, voire éventuellement même la déborder, ce qui aurait signé très probablement la fin du crack. Bon voilà. Par contre, il aurait fallu continuer de faire ça dans cette phase là, comme ça, atonique, complètement morte, lente et douloureuse. Le problème, c'est que là, ça enchaîne d'entrée de jeu, double signal vendeur, ça chute fort et vite. C'est-à-dire que dès que la bougie déclenche le signal de vente, et on est bien bear sur le momentum, le triangle dans un cycle bearish, ça reprend tout de suite, les vendeurs sautent sur la bête morte, les acheteurs sortent immédiatement les achats, ou en tout cas réduisent les leviers. Plus personne ne se met à l'achat pour l'instant. Je pense que tout simplement le phénomène de ce retour brutal de volatilité, hein, c'est-à-dire que là en 3 jours on a effacé tout ce qu'on avait fait en 3 semaines, et ça veut dire que les cracks ne sont pas finis. Voilà, tout simplement, vous avez dit, j'étais prêt à tolérer une traversée du désert. Soit ça, c'est la dernière fois qu'on a de la volatilité, on ne parvient pas à casser le support et on écrase cette volatilité entre cette résistance qui est donc très forte et le support qui est ici, qu'on a mis donc 3 semaines et demie à travailler. C'est possible, si on fait ça et qu'on reste à mourir, traverser du désert. Dans ce cas-là, pas de problème. Moi, ce qui me choque, c'est ce retour brutal de volatilité. On n'aurait pas dû avoir un truc comme ça. Ça me laisse à penser qu'il y a toujours beaucoup de nervosité, donc beaucoup de spéculation dans ce marché. Et je vous appelle, encore une fois, un crack spéculatif prend généralement sa fin quand les spéculateurs sont ruinés ou désespérés. Et en tout cas, ils ne sont plus en train de trader ce marché. Donc là, on voit que les spéculateurs sont toujours à l'ordre et que tout simplement... moi, ça colle pas avec une pattern de fin de crack, donc je reste toujours à l'attente sur les bitcoins pour les acheter à des prix plus attractifs. En daily de toute façon, voilà, là pour moi c'est clair, net, sans bavure, double signal vendeur, il n'y a pas besoin de chercher à compliquer la tâche, c'est bear, point à la ligne. Enfin, c'est bear. En tout cas, pour moi, tant qu'on est là-dessous, c'est clairement les bears qui ont la main. Et on voit bien que de toute façon, en 2 heures, c'est plutôt pareil. Voilà, on arrivait ici, les structures d'essoufflement en 2 heures. Et évidemment, donc le daily qui réactive, gros break baissier. Tout le monde est d'accord sur l'étendue des time frames. Donc en général, quand il y a consensus, c'est tout simplement que tout le monde est d'accord. Et pour moi, ça montre qu'on est bien bear. Et je pense qu'on se dirigera vers les supports. À voir jusqu'où on en va. C'est-à-dire que ce break, il lui reste une petite phase à terminer. On est déjà sur le nouveau cycle bear. Normalement, on devrait aller tirer un TP ou un exit un peu plus bas. Mais vu la force du mouvement, pour l'instant, personne ne semble vouloir se mettre en face. Côté Ether, évidemment, voilà, même chose. Donc là, la structure d'affaiblissement, la structure de temporisation à plat pendant les 3 semaines. Évidemment, le décrochage baissier qui vient enfoncer la zone des $200, enfin qui vient chercher cette zone. On va en parler. Elle était encore une fois anticipée, cette zone. C'était la raison pour laquelle j'avais sorti 25% de mes achats par là. Pour racheter plus bas, j'ai donc toujours ce scénario en cours, à savoir, j'attends sagement un double signal acheteur et je remettrai ces 25% avec un prix un petit peu plus attractif que la zone précédemment payée des $260. Donc, si je dézoome, je vais vous donner les zones parce que tout simplement, j'ai supprimé les analyses graphiques
Je ne sais plus pourquoi, mais on va les refaire. Je vous rappelle que ces prix avaient été analysés et trouvés. Alors bon, on va faire... Bon, le problème ici... Allez, c'est pas grave, on va le refaire. Donc, je vous rappelle la méthode pour trouver les prix précisément. D'accord. Là, on parle de prix hautement spéculatifs, c'est-à-dire la zone de prix à venir tester et ensuite attendre un signal dessus. On est voilà, sur du volume profile. On va faire les fixed range ici. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Voilà. On zoome un bon coup. Ah non, de Dieu. Bon. Alors, il va falloir recoloriser tout ce petit monde. Oh mince. Bon, il va falloir refaire toutes les couleurs. Alors, une petite seconde, c'est vrai que j'ai vu qu'ils avaient décidé de nous changer ça. C'est pas grave. Ok. Est-ce que ça colle? Ça colle à peu près à ce qu'on voulait. Voilà. Voilà. Donc, ici, on avait du volume. Alors, c'est assez étrange. Pourquoi j'ai pas la précision c'est spécial. D'accord. Bon, là, on a un degré de précision qui est assez faible. Mais bon, voilà. Donc, c'est cette zone-là. Hein, donc, les 200-220 $. Attendez, je ne vais pas le faire sur là-dessus. On va faire le TH USD chez Bitstamp. Voilà. Ici, effectivement, je retrouve mes supports. Donc, nos supports étaient donc 220 et 201, qui était donc le plus bas. Ici, on est venu côté combien? Hop, voilà. Donc, vous voyez, on a fait pile poil le job. C'est-à-dire que la prochaine zone de breakout, c'est 200 $. Donc, attention, on est dans un crack. Et je vous rappelle qu'il est fortement probable qu'on aille dessous. Maintenant, le niveau de prix supporté par les acheteurs à long terme, on est dessus. C'est la zone des 220. Ça veut dire que là, pour les vendeurs, si vous avez joué les phases vendeurs, il est stupide d'essayer de jouer plus bas avec tout votre levier. C'est-à-dire là, commencer à réduire la voilure. Par contre, pour les acheteurs, si vous voulez acheter par là, bien évidemment, il ne faut pas mettre un stop sous les 200 $. Il y a de très fortes chances qu'une bougie vienne mécher là-dessous. Là où ça poserait problème, c'est si on tenait des clôtures sous la zone des 200 $, des clôtures daily, par exemple. Là, ce serait beaucoup plus sanglant. Mais il me semble que pour arriver à clôturer là-dessous, ça me paraît compliqué. Maintenant, y aller pour aller chercher des stops, je pense sincèrement que c'est assez probable. Moi, j'attends en tout cas pour acheter un signal 2 heures. Le prix est déjà testé. Maintenant, en 2 heures, j'ai pas de signal sur ce support-là. J'ai donc tendance à penser que le marché va nous faire une petite tac. Alors là, c'est V-bottom. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Rappelez-vous la structure dont je vous avais parlé à l'époque sur l'Ethereum. Je vous avais dit, normalement, la fin du crack se fait sur une zone où il y a très peu de volume, c'est-à-dire où on rejettera complètement les prix à la baisse. On va simplement aller imprimer des prix, mais encore une fois, si vous êtes exposé avec des leviers, ces prix peuvent aller chercher vos stops et déclencher des invalidations de vos scénarios, d'où l'intérêt des buy and hold, c'est-à-dire que vous tradez sans stop. Cette volatilité basse ne doit pas vous faire très mousser plus que ça. Je vous rappelle que dans un buy and hold, vous êtes prêt à supporter une perte de valeur qui peut atteindre 99%. Tant que l'actif reste coté maintient une valeur, le trade est toujours actif et on vise toujours les mêmes objectifs. Donc voilà, pour ma part, j'attends donc maintenant cette structure qui pourrait être très rapide, très épidermique. On passe rapidement sous la zone des 200 $. Personne n'est intéressé par ces prix à part les acheteurs. Et on remonte aussi sec en V-bottom. Et cette fois, par contre, je veux qu'on retourne immédiatement sur la zone de volume précédente. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu ? Ok, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc l'objectif, c'est de retourner ici assez vite. C'est donc on baisse, on déclenche. Je sais pas, hein, on peut aller 180, 170, encore une fois. Là, seul l'afflux de liquidité va gérer le bottom. Donc là, il ne faudra pas chercher une structure technique, mais tout simplement espérer que Sinewave va pouvoir détecter ça. Si c'est très rapide, ne soyez pas surpris non plus. Il faudra quand même jouer un éventuel achat dans cette zone-là. En tout cas, moi, pour ma part, j'attends. Je pense que, étant donné que le signal ne se propose pas sur la zone des 220, je pense que c'est que le marché veut aller chercher les stops, c'est-à-dire
faire un breakout sous la zone des 200 $ pour un Ether. Évidemment, donc sous ces prix, sous condition de signal uniquement, je veux un achat rapide et une reprise des cours en V-bottom et un retour donc dans la précédente zone de volume, c'est-à-dire on va chercher sous 200 et on remonte très rapidement à 280. Le problème, c'est évidemment si jamais Bitcoin, pendant cette phase-là, lui, vient chasser sous ces 5008 et déclenche éventuellement le breakout baissier des 5400. C'est donc à surveiller. Hein. Pour l'instant, Bitcoin maintient les valorisations de l'ensemble des autres actifs. Il y a il y a des erreurs de structure dans le Bitcoin qui me semblent énormissimes. Je ne sais plus qui me partageait ça. J'aurais aimé garder le lien en anglais, ce n'est pas le cas. Tout simplement, c'était les volumes d'achat sur le Bitcoin sur les 2 dernières semaines et ça m'avait été donné au début de la semaine. Donc en gros, ici, tous les volumes d'achat répartis, quelle était la source? La source principale, malheureusement, était des Thethers et ça, c'est vraiment pas bon signe puisque vous savez ce que je pense de ces Thethers. Donc attention, là, c'est juste un risque, d'accord? Il faut prendre en compte le risque que pour l'instant, le soutien qui est sur Bitcoin est majoritairement dû à des achats via Tether. Ce qui veut dire, moi je ne suis pas fan. Tether, pour moi, ça sent le pyramid scheme, ça sent le Ponzi, ça sent le truc qui va s'effondrer sur tous ceux qui en détiennent. Donc malheureusement, ça risque d'influer aussi sur la valorisation du Bitcoin, puisque tous ces faux dollars risqueraient de pouvoir sauter un jour. Alors attention, c'est évidemment un risque, ce qui veut dire que ça n'a absolument aucune obligation de se projeter dans le marché. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va introduire une nouvelle chose, puisque j'en ai discuté avec des gens là-bas au Québec. Effectivement, cette idée me paraît pas mal. Je vais vous introduire ce que j'appelle tout simplement... Alors, l'idée vient de là, mais je veux quand même pas que ce soit la même chose. Je vais vous faire comme la météo, c'est-à-dire je vais vous mettre un indice de confiance. C'est-à-dire qu'à compter de maintenant, je vais vous mettre un indice de confiance par rapport à ce que je pense en haut. Donc 4 sur, je vais le mettre sur 5, ça me paraît plus pratique. Comme ça, c'est vraiment comme la météo. Le principe, c'est que je vais vous mettre ça donc à chaque fois en haut à droite du graphique. Je vous mettrai donc un indice de confiance. Ok, on va le mettre comme ça. On va choisir une police. Il n'y a pas Arial. Putain, ils sont un peu... on me sera Verdana. Donc voilà, là pour moi c'est un indice de confiance et donc je le colorerai un rouge pour un indice de confiance de recherche de signaux vendeurs, bleu pour un marché acheteur, d'accord? Donc là, dans ce cas-là, évidemment, c'est à la recherche d'achat, même si le marché est vendeur. Tout simplement, c'est le niveau de confiance que j'ai par rapport au scénario acheteur. Évidemment, je vous donne toujours le scénario que moi, je réalise. Je ne fais pas la météo des plages pour tout le monde. Encore une fois, je suis là pour vous donner mon biais de marché, l'expliquer, l'argumenter. Mais encore une fois, après, j'ai tort, j'ai raison. Ça, c'est l'apanage des imbéciles qui s'intéressent à ce genre de considération. D'accord? Donc moi, je recherche des achats sur ce marché. J'ai un indice de confiance de 4 sur 5. Cependant, je pense qu'on va aller plus bas. Voilà. C'est simplement, en fait, l'indice de confiance que je vous mets là, c'est par rapport à l'implication. D'ailleurs, je ne vais pas mettre 4 sur 5. Pour l'instant, Bitcoin, j'attends qu'on marque ce bottom. Donc, pour l'instant, ce sera vraiment 3 sur 5. C'est un marché qui m'intéresse. C'est un marché qui m'intéresse à l'achat. Mais pour l'instant, j'attends une structure qui confirmera la formation du bottom. On est sur une zone où il y a un soutien volumique. Je veux voir si le marché va tenter de réaliser des breakouts. Voir si les Thethers maintiennent leur valorisation en cas de stress ou si ça s'effondre complètement et que ça peut éventuellement déclencher des signaux beaucoup plus baissiers. Voilà, donc sur l'Ether, même chose, voilà, il va y avoir donc pour moi recherche de signaux acheteurs, mais pour moi la confiance ici est beaucoup plus grande, c'est la raison pour laquelle je me positionne plus sur ce marché. Ici, je pense que les structures sont vraiment sur les fins de tendance, mais je pense, comme la dernière fois, qu'on peut aller un petit peu plus bas, tout simplement parce qu'on n'a pas réussi à déclencher de mouvement acheteur ici. Malgré des doubles signaux acheteurs là, ça aurait dû tenir, ça n'a pas tenu, le marché va chercher plus bas, donc je tente que les prix aillent sagement déclencher les stops que je chercherai à acheter, évidemment. Ripple, c'est à peu près la même chose, je vais vous marquer donc 4 sur 5 en indice de confiance là aussi sur celui-là. Pardon, non, celui-là, ce sera 3 sur 5, comme son collègue. Le Bitcoin, je pense pour moi la structure la plus propre à jouer à l'achat, c'est clairement pour moi l'Ether, celui qui va le plus bas. C'est certes, c'est le plus baissier l'Ether pour l'instant,
mais il me semble qu'en termes de structuration des prix, ça colle absolument avec ce que je recherche, c'est-à-dire on fait paniquer un peu tout le monde, on offre des prix très intéressants, et je pense que des acheteurs se positionnent sur ce marché, mais tout simplement, j'attends que le bottom soit formé pour pouvoir le confirmer. Mais c'est là où j'ai le plus de confiance, ça passera à 5 sur 5 dès lors qu'on reviendra chercher cette zone des 280 pour l'instant. C'est donc 4 sur 5 en attente de signaux, mais le marché reste baissier. Hein, voilà. Allez, on va faire un tour quand même sur les marchés classiques. Même si ce n'est pas une semaine hautement intéressante, il va falloir faire très attention aux clôtures aujourd'hui à Wall Street. Je vais commencer direct dans le vif du sujet par la clôture hebdomadaire possible sur le Nasdaq, qui serait dans ce cas-là un avalement baissier. Et là, j'aime autant vous dire que ça ne va pas être très joyeux si c'est le cas, tout simplement parce qu'on sera dans le même contexte qu'en janvier, c'est-à-dire en fin de mois, ça dérouille, tout le monde vend, et puis ça tombe brutal. Je m'attends donc, en cas de condition de clôture en l'état, je vendrai donc le Nasdaq à la clôture ce soir, overweek, ou petit rebond en début de semaine, voilà, par exemple un petit rebond vers les 7460. Ce qui est certain, c'est que toutes les zones attractives à la vente ici, c'est-à-dire tout ce qui se trouve au-dessus de 7388, vous voyez bien la zone de volume, tout ce qui se trouve au-dessus, c'est pour les vendeurs, donc évidemment, je dirais entre 7480, 7005 et 7004. Pour moi, il y aura une zone de 200 points à vendre sur le Nasdaq si la clôture hebdomadaire se fait en l'état, avec un stop évidemment au-dessus du sommet. Hein. Là, on ne doit pas s'amuser à aller chercher le sommet. Et je m'attends cette fois à des dérouillages beaucoup plus conséquents que ceux que le Nasdaq a connus en début d'année. Je vois bien cette zone ici sans volume à venir breaker. Donc je dirais minimum 5009 et probablement les supports identifiés précédemment vers la zone des 5600 $ pour un Nasdaq. Sur le S&P 500, c'est beaucoup moins marqué, mais l'avalement baissier est là également. Attention, hein, donc voilà, moi c'est pas celui-là que je chercherai à vendre, le S&P 500. Je le vendrai plus tard, hein, mais je vais le vendre également. Mais pour l'instant, je pense que voilà, on est en train de marquer une structure de clair essoufflement et de rejet du sommet historique. Donc attention, hein, je vous rappelle que le S&P 500, je vous avais dit, si on va faire le sommet historique, derrière c'est game over. Hein. Donc maintenant, le S&P 500 pour moi, c'est une structure où si ça, c'est vraiment un rejet et que c'est validé, je vous laisse apprécier la jolie beauté de ce signal de momentum dans un cercle vendeur, c'est-à-dire que là, on a une confirmation de vente, d'accord, qui nécessite encore un petit triangle rouge, mais en attendant, voilà, si ce marché-là est mature, moi honnêtement, un avalement baissier comme ça, je ne vais pas hésiter 107 ans, je vendrai l'intégralité de la cote à Wall Street avec un petit bonus pour le Nasdaq qui je pense peut s'écrouler complètement, ce qui veut dire que je reprendrai les ventes évidemment sur Apple et sur Amazon, ainsi que tous les autres que vous connaissiez, Boeing, tout ça. Donc je risque de reprendre les ventes à Wall Street la semaine prochaine, j'attends simplement de voir comment Wall Street va réagir sur cette séance cet après-midi. On va regarder les catalyseurs immédiatement. Ok, qu'est-ce qu'il y a cet après-midi? Rien du tout. Ah, il y a Kaplan. Ah oui, si, oula, d'accord. En plus, Kaplan, ils ont parlé. D'accord, et le taux de chômage qui remonte. Donc, il va falloir faire très attention à ça. Ouais, encore pareil, hein, un taux de participation qui baisse et un chômage qui monte, ce n'est pas bon signe. Je vous rappelle que ça veut dire que les 2 points, les 0,2% qu'on vient de perdre encore sur le taux de participation, tout simplement, ça fait monter le chômage. Et là, le chômage monte en plus. C'est-à-dire qu'on doit, là, théoriquement, 3,9. On a pris donc 0,1% par rapport au mois précédent. Ah, pardon, le mois précédent, donc on est en stagnation par rapport au mois précédent. 3,9, d'accord, hein, sur le mois précédent, 3,9 à nouveau. Par contre, le taux de participation continue de baisser, ce qui veut dire que le chômage réel continue de monter de 0,2 points. Donc encore une fois, hein, on vous vend une croissance à 4%. L'inflation arrive sur les salaires, d'accord, et malheureusement, tout ça, ce sont des indicateurs de fin de cycle, même si tout le monde maintient que, voilà. Là, il va de soi qu'il faut maintenir les niveaux de profitabilité des entreprises. C'est obligatoire, c'est-à-dire que là, il n'y a pas 50 solutions pour Wall Street. Wall Street doit maintenir le cap de la profitabilité, c'est-à-dire des trimestres toujours plus profitables, alors que, très probablement, le Q4 2017 était un excès en surchauffe de l'économie, où tous les catalyseurs positifs se réunissaient, hein, c'est-à-dire une bonne perspective économique, de bons résultats, des anticipations de résultats négatifs avec la crise
avec la trade war, c'est-à-dire que les entreprises ont exporté plus rapidement, ont créé plus de richesses rapidement dans l'expectative de tarifs douaniers supérieurs dans le futur, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté les productions pas artificiellement, mais ça a fait monter mécaniquement le PIB à 4%. La Fed elle-même pense que ce niveau est transitoire et tout simplement dû à des conjectures économiques, puisque là on avait donc les effets du tax plan, la peur de la trade war qui a donc incité les entreprises à réaliser et à réaliser les commandes plus rapidement, c'est-à-dire concentrer l'activité économique. Et donc évidemment ça a sorti ce quarter 4 2017 assez exceptionnel, et je doute sincèrement qu'il le soit autant en 2018. Et donc je l'ai dit, à partir du moment où la courbe de profitabilité des entreprises year to year se courbera à la baisse, très immédiatement les prix des actions vont s'arrêter de monter, et quand on est très cher et que les prix arrêtent de monter, vous savez généralement ce qui se passe, on repart très rapidement au sud chercher des acheteurs qui se trouvent très loin, notamment sur des valorisations comme Apple et Amazon. Voilà, donc à surveiller la semaine prochaine, puisque là donc c'est un signal de vente hebdomadaire qui pourrait se mettre en place, et j'ai bien dit pourrait se mettre en place ce soir, tout simplement bien parce que si on maintient la clôture en l'état, ce n'est pas bon du tout. Maintenant, si ce soir c'est une mèche basse et que Wall Street paye le NFP et qu'on revient clôturer dans l'amplitude de la semaine précédente, tout simplement ce sera rien du tout, c'est-à-dire ni un signal de baisse ni un signal de hausse, juste un signal de neutralité en tendance haussière, c'est-à-dire probablement des vague 4 qui laisseront à s'apprécier derrière de nouvelles vagues 5. Donc pour vendre là, les yeux fermés, ça me paraît quand même un peu compliqué, d'autant plus que bon, théoriquement, on a quand même des objectifs Fibonacci légèrement plus hauts sur les valorisations du S&P 500, et je vous rappelle que autant il y a une énorme bulle sur le Nasdaq et sur le Dow Jones, mais sur le S&P 500, la structure de prix a été un peu en excès en fin 2017 pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Autant là maintenant, on est bien structuré, et il me semble qu'on est au sein d'une vague 5 qui me semble être partie pour être un candidat de vague 5 étendue. C'est-à-dire que là, très honnêtement, je pense qu'on est parti pour une vague 5 assez longue, assez lente. Donc pour les timings de vente à Wall Street, il faut vraiment attendre les clôtures ce soir. C'est-à-dire que là, si vous vendez avant 22h00, ou en tout cas 21h59, vous êtes bien anticipatif, vous prenez un risque considérable que ça ne fonctionne pas du tout. Maintenant, il va de soi que moi, si on clôture hebdomadaire comme ça, je prendrai une première vente spéculative immédiatement, et puis la semaine prochaine, je passerai éventuellement sur des niveaux de validation. Donc voilà, tout ça est à surveiller. Sur la partie gold, silver, on est toujours sur les mêmes niveaux de prix. Ça tient entre 14 et 15 sur le silver, ça tient sous et à proximité des $1 200 sur le gold. Donc j'attends timidement que la tendance haussière s'installe. Tout simplement, on est sur les phases, là vous voyez, ça bouge un peu, et puis après on va lancer très probablement le même genre de tendance stupide qu'on a eu à la baisse, à la hausse, et la hausse sera probablement un petit peu plus rapide, c'est-à-dire un peu plus pentue à la normalisation que la phase de baisse. La normalisation se fait vers la zone des 1280-1300 minimum, et évidemment ici on pourra spéculer sur des niveaux d'achat plus intéressants, sur des prix plus intéressants derrière. Pour l'instant c'est simplement ce qu'on appelle un return to the mean, retour à la moyenne, et à partir de là on verra. Mais comme évidemment en hebdomadaire, et je l'ai maintenu envers et contre tout, pour moi le gold reste dans une structure acheteuse au sein d'un range, c'est-à-dire une vague haussière dans un range, et je maintiens ce biais légèrement haussier tant que le niveau des 1370 n'est pas débordé. Maintenant, attention, on risque d'y échouer une nouvelle fois, comme je vous l'avais dit, mais on garde des creux et sommets ascendants, là où tout le monde voit le gold à la cave. Moi, je le vois bien au contraire monter encore un bon coup avant d'aller à la cave, mais pour l'instant, ce n'est pas la structure dominante. Sur le côté Forex, l'US Oil, je vous avais dit de surveiller des structures vendeuses en daily, alors en 2 heures, pardon, voilà. La structure vendeuse magnifiquement exprimée en 2 heures, elle arrive, voilà, le joli cycle bear, pile dans la zone escomptée, ça vend, ça rejette. Moi je n'étais pas là, pour ne pas vous le cacher, je ne cours pas après les prix, mais je vous avais signalé ce trade. Il est pour moi totalement actif, il est beau, mais je ne peux plus y rentrer tout simplement parce que j'ai raté toutes les phases, j'ai raté le signal, j'ai raté le breakout, donc je ne cours pas après les prix. Mais si vous êtes sur l'US Oil, pour moi il y a clairement un trade baissier. Ici on est sur du 5 sur 5, j'ai toute confiance à la baisse sur ce scénario-là, c'est-à-dire que là, c'est levier possible maintenant sur l'US Oil. Prochaine zone de renfort, pour moi, l'intervention quand on arrivera vers ces zones de prix. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà.
C'est-à-dire que là, la prochaine zone qui m'intéressera pour moi pour des niveaux vendeurs, ce sera donc de venir trader vers cette zone-là et d'essayer de jouer un prochain breakout. J'ai raté tout simplement les timings précédents, qui étaient donc le trade spéculatif ici, le trade en breakout là. J'attends la prochaine zone d'intervention qui se situe mécaniquement à peu près par là. C'est-à-dire j'attends que le marché vienne là, trouve un petit support et je jouerai le trade en breakout qui suivra là-dedans. Voilà. L'eurodoll, ça continue de chuter. Alors je pense tout simplement qu'ici, on va regarder en daily, parce que voilà, je vais cacher. D'accord, on analyse donc notre contexte. Ici, je pense typiquement que le marché est encore en train d'essayer de former la structure épaule-tête-épaule habituelle que l'euro-dollar adore nous faire. Donc tout simplement, je m'attends à ici la formation d'une structure tête, donc la formation d'une épaule à venir. Généralement, ce sont des structures de range, donc des structures en deux vagues. On voit bien une première vague de baisse, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, la structure dominante, selon le schéma Elliotiste, serait donc la formation d'une vague A, B, C. Donc j'attends un point C qui va légèrement plus bas. On a effectivement des supports par là qui peuvent jouer leur rôle ici ou carrément ici, pas de souci, tout est possible. Tout ce qui est certain, c'est que là, j'attends donc la formation d'un nouveau cycle baissier, puis sa rupture, la prochaine, je la passe à l'achat, puisque je pense simplement qu'on aura fait une épaule, tête, une épaule beaucoup plus courte. Alors attention, cette vague C peut se dégrader très lentement. C'est pas parce que là, on attaque très fortement, vous voyez que c'est des breakouts, mais ça, c'est un breakout typique de range, ce qui veut dire qu'à mon avis, ici, on va trouver des TP, c'est-à-dire que là, ici, si vous jouez des ventes sur l'eurodoll, je pense qu'on arrive d'ores et déjà sur les objectifs de ces derniers breakouts récemment initiés. Hop. Voilà, donc la structure petit à petit, on avance, la structure se met en place. Ici, on a bien donc terminé un schéma haussier avec un TP. Il y a tout ce qu'il faut. Ça se replie, donc je m'attends à un repli en deux vagues. Ça, je n'en vois qu'une pour l'instant. J'attends donc la suivante pour pouvoir spéculer un petit peu plus fortement sur des reprises acheteuses derrière sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que là aussi, je veux acheter. Je vous donne mon indice de confiance. Ici, pour l'instant, on est à 3 sur 5, c'est-à-dire que je ne sais absolument pas ce qu'il en est. C'est totalement neutre. Je dirais même 2 sur 5, c'est-à-dire qu'ici, pour l'euro-dollar, pour moi, tout trading ne peut se faire que de façon spéculative. C'est-à-dire que là, une fois qu'on aura formé l'épaule, s'il y a des signaux acheteurs dans cette zone-là, je passerai à 3 sur 5. Si on réalise des retournements aussi suite à ces signaux et qu'on se redirige vers les zones des 1,16, 1,17, je passerai à 4 sur 5, c'est-à-dire la possibilité de mettre du levier. D'accord ? Dans ce code, tant qu'il n'y a pas 4 sur 5, impossible d'envisager du levier. 5 sur 5, ça veut dire que je trade en levier. Voilà. D'accord. GBP USD, je vais vous donner mon indice de confiance immédiatement. Le fait qu'on se redirige vers les résistances me plaît beaucoup, me plaît vraiment beaucoup, tout simplement parce qu'ici on donnait des signaux beaucoup plus vendeurs, là double signal vendeur, même chose, ça reprend ici, c'est-à-dire que les vendeurs avaient clairement la main dans ce marché, et là hier de façon inattendue, donc ces discussions qui pourraient reprendre donc entre Angela Merkel et, enfin pas Angela Merkel, on va dire entre l'Allemagne et l'Angleterre, donc au sujet du Brexit. Ça a plu et ça a donc fait reprendre le GBP. Donc tout simplement, on va se rediriger. Je vous rappelle quand même à terme que pour moi, en daily, ça c'est le décrochage Brexit, ce qui veut dire qu'à partir du moment où normalement, donc c'est à horizon mars 2019, puisque ça avait donc été l'article avait été activé en 2017 et ils avaient 2 ans pour sortir. Donc si mémoire est mode, c'est bien ça, c'est mars 2019, c'est l'échéance. Pour moi, à mars 2019, on sera revenu ici, ou en tout cas on aura au moins retesté cette zone de prix, et après selon la structure du Brexit, soit on ira plus bas, soit on retracera sur des niveaux précédents, tout simplement selon hard Brexit ou soft Brexit et l'implication que ça pourra avoir pour l'économie britannique. Pour l'instant, donc je tergiverse sur une structure de range. Mon indice de confiance ici restera à 3 sur 5, tout simplement parce que là je pense que la tendance haussière est vraiment intéressante à jouer, mais pour l'instant ça reste spéculatif, c'est-à-dire je dirais un spéculatif plus, mais toujours impossibilité de mettre du levier sur ce type de marché. Eh bien tout simplement parce que la structure ici se reprend doucement, ça manque clairement de signaux acheteurs. On est ici sur une zone basse de range, ce qui fait qu'on venait chercher des signaux acheteurs là.
en 2 heures. Ces signaux acheteurs se sont bien matérialisés. Okay. Le problème, c'est que effectivement, ici, ça manque clairement de punch, à savoir, là, voilà, il va falloir retrouver un petit peu plus de boules et ça peut aller effectivement légèrement plus bas. On voit que dans la zone bleue, il y a du monde, il y a des supports à venir tester, donc attention à ce que ce truc-là ne rechute pas. Ce qu'il y a, et c'est ce que j'avais donc dit, je veux ici impérativement une structure avec 5 vagues de hausse, c'est-à-dire que si là on venait rechuter vers les supports sans franchir la résistance, ça deviendrait assez problématique, tout simplement parce qu'on aurait 1, 2, 3, d'accord ? Donc ça fait 2 vagues de hausse. Si on se remet à casser des supports après 2 vagues de hausse, ça veut dire qu'on est toujours en consolidation. Comme on n'aura même pas cassé la moindre résistance de la vague de baisse précédente, ça veut donc dire, et c'est pas bon, il faut vraiment, là, voilà, cette 3e vague de hausse est nécessaire. Après, on pourra reconsolider, c'est pas grave. Mais là, si on veut être sûr que ça, c'est le bottom, il faut aller casser les 1,30. Allez, ne serait-ce qu'installer quelques bougies au-dessus de ces prix suffiront pour l'indice de confiance. Voilà. Donc pour le daily, l'indice de confiance, pour moi, ce sera bien 3 sur 5. D'accord. En daily, hein, je parle bien de ça. Il va y avoir des indices de confiance sur chaque time frame. Hein, voilà. En 2 heures, pour moi, là, l'indice de confiance est assez faible pour des signaux acheteurs. Je ne recherche pas de vente ici, mais je dirais que pour l'instant, en 2 heures, on est à 2 sur 5, en attente donc de confirmation d'une prise en main acheteuse par l'installation de prix légèrement supérieur à 1,30. Il y a bien une zone à breaker ici, elle se voit clairement. Ici, il y a très peu de volume. Je veux voir le marché venir tester cette zone de prix et, si possible, aller tirer jusqu'à 1,3159. L'euro-yen, voilà, là on va y aller, et on va y aller direct, indice de confiance 4 sur 5 à la vente, voilà, que ce soit en 2 heures ou en daily. Ici les signaux sont très très nettement vendeurs, on vient ici, on vient chercher des excès, le momentum bloque le prix, invalide le signal acheteur, et ici, boum, double signal vendeur, et ça dérouille. Je vois aucune raison que ce marché parviennent à maintenir des cycles acheteurs. Ils tentent un petit signal acheteur là, pas de soutien momentum, ça se casse la gueule. Donc je m'attends maintenant à des structures de type breakout, c'est-à-dire là tout simplement c'est un faible cycle acheteur, je m'attends à le voir céder. La target de ce cycle acheteur sera probablement par là, hein, voilà, donc vers les 126, vers les précédents supports. Je m'attends donc à une poursuite de cette tendance et une cassure du support. Derrière, donc l'euro-yen, pour moi, c'est là où j'ai pour l'instant le plus de confiance. J'attends donc maintenant la structure de breakout pour passer en levier 5 sur 5, c'est-à-dire un nouveau renfort, un levier max pour ma part sur l'euro-yen. Pour l'instant, je conserve le petit levier 3,5, 3 que j'avais précédemment. Je passerai donc à 4 à nouveau, une fois les confirmations obtenues. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc mettre plus de levier serait juste augmenter le niveau de risque et ne servirait strictement à rien. L'USD-Yen, je maintiens des ventes dessus toujours. Pour moi, ici, l'indice de confiance est également très élevé à 4 sur 5. J'attends là également des confirmations en breakout baissier. Tout simplement, il va falloir se rediriger vers ces zones-là. C'est donc ici la prochaine zone d'intervention baissière pour ma part. Donc tout ce qui se passe entre les deux ne m'intéresse pas. Tant qu'on ne revient pas soit chercher les résistances, soit chercher les niveaux de support, l'indice de confiance reste donc baissier. Le levier est donc en place, mais je reste tranquille. Alors je ne mets pas de levier sur celle-là pour l'instant, hein, parce que j'ai l'euro-yen, mais je vous rappelle, c'est au choix. Hein. Moi, ce qui m'intéresse dans ces paires, c'est surtout le yen, comme j'attends que l'euro-dollar reste une paire plutôt neutre en termes d'amplitude de prix. Okay, donc à surveiller sur ces structures-là, on est bien baissier sine wave, haussier momentum, c'est bien donc des contradictions entre les deux indicateurs qui traduisent toujours pour l'instant donc des phases oscillantes. J'attends donc qu'on vienne se diriger vers les supports avant de pouvoir déclencher des phases tendancielles aux cassures de celle-ci. NZD-Yen, j'en ai un peu. Alors je vous le dis, voilà, j'en ai un petit peu. Alors celui-là, il m'a emmerdé au possible, hein, puisque je l'avais pris donc par là. Il est allé chercher plus haut un joli double signal vendeur en daily. Là, pareil, indice de confiance. On est à 4 sur 5 à la vente, tout simplement parce que là, on a le signal daily. Alors c'est pour du trading en 2 heures, hein, voilà. Mais pour du trading en 2 heures, je pense un indice 4 sur 5, du fait qu'on a un joli double signal vendeur daily ici, qu'il est confirmé en 2 heures. Donc là, on a un vrai beau maintien des positions. Les vendeurs gardent la main sur cette paire, que ce soit en 2 heures ou en daily. Ici, ça se reprend fortement. Je m'attends maintenant à des structures de type breakout qui ne devraient pas tarder à arriver. Pour l'instant, les acheteurs soutiennent le support. Ils se bataillent. Donc, j'attends la formation d'un support ici, puis la cassure de ce dernier. Donc, la prochaine intervention vendeuse se fera en défonçant le support ici. Voilà. Donc pas d'intervention pour l'instant sur le NZD-Yen tant qu'on n'a pas ici soit recherche du niveau d'invalidation potentiel.
Voilà, donc là, ici, c'est plutôt une alerte invalidation. Là, les bears tiennent le marché. Hein, on a créé un cycle bearish confirmé au momentum. Donc ici, il y a bien une résistance. On est en train ici d'essayer de former un support. Donc range entre les deux. À venir probablement avant, j'espère, une cassure du support pour passer à un indice 5 sur 5 sur le NZD Yen. Mais de toute façon, c'est surtout le Yen, hein, vous l'avez bien compris, qui mène la danse pour moi sur l'ensemble de ces paires. C'est juste répartir le risque entre l'euro, le dollar et le NZD pour m'attaquer à cette devise yen. L'USD CNH, là pareil, j'attends les décrochages baissiers. Pour l'instant, ici, on sera en indice de confiance 3 sur 5. C'est-à-dire pas de possibilité de mettre du levier, mais j'ai une très forte conviction spéculative. Pardon, ici c'est rouge. Voilà. J'ai une assez bonne confiance spéculative, c'est-à-dire qu'ici, malgré les signaux acheteurs haussiers que je vois là, je maintiens quand même un risque baissier, c'est-à-dire qu'on est bien bearish contre des signes qui font tout pour empêcher cette devise de baisser. Attention, on essaye de passer bullish et il y a bien ici un double signal acheteur, ce qui veut donc dire, encore une fois, il faut prendre un biais dans les marchés, je vous le rappelle, c'est-à-dire que si vous tradez, et j'insiste lourdement dessus, hein, c'est vraiment la clé de compréhension de cette stratégie que je vous transmets, qui est que si vous lisez les signaux et que vous pensez obtenir la réponse à des questionnements via les signaux, vous avez tort. Je vous rappelle que le signal de trading n'apparaît qu'en étape 3 de la stratégie. C'est-à-dire si la première chose que vous faites en arrivant sur un graphique, c'est regarder les indicateurs, vous êtes complètement dans le faux. Les indicateurs peuvent vous orienter, mais ils ne vous orientent que sur le contexte. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, je vais faire attention puisqu'on a donc matérialisé un double signal bullish. Je veux voir ce signal céder pour que mon marché valide son retracement en daily. C'est-à-dire que pour l'instant, la structure de prix étant tellement haussière, le momentum a tiré des doubles exits, sine wave reste acheteur, mais j'ai tendance à penser que la consolidation sera donc étendue et qu'on fera tout simplement ici une rephase de baisse. C'est cette phase de baisse que je cherche à mettre à profit pour aller viser les différents niveaux de Fibonacci, c'est-à-dire 23,6 et 38,2. Je vise très clairement le 38,2, mais pour l'instant, donc je reste patient. Voilà, je mets à jour mes niveaux, qui n'était pas le cas. Voilà, donc pour moi sur ce marché, je vise donc un retracement 38%, target 1 vers cette zone de support et j'attends donc la nouvelle phase de décrochage baissier, le moment où le marché viendra remettre en question ces trucs-là. D'accord ? Donc 3 sur 5 pour l'instant, en attente donc de cassure de ces tentatives de soutien acheteur. Les acheteurs ont tenté de soutenir là, puis là. Je veux les voir maintenant céder le terrain pour aller sur des prix plus attractifs. Et donc les différents niveaux de support avec un breakout à jouer ici entre les deux. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent trader, il y aura un breakout à faire là, un deuxième breakout à jouer ici et la zone de target sur la zone 38%. Un ancien signal acheteur. Voilà, donc 3 sur 5 en attente pour mettre du levier sur cette position-là, mais j'ai toute confiance. Les niveaux d'invalidation, pas de stop, hein, je vais marquer ici, c'est bien invalidation, serait donc en cas de débordement des derniers doubles signaux vendeurs qui se trouvent ici pour l'instant. Les vendeurs tiennent et ça va bien. La UDNZD, alors celui-là, voilà, consolidation en deux temps, double pullback sur le support. Alors j'en imaginais pas tant, mais là on est bon, hein. Ici il y avait déjà la préparation d'un premier signal acheteur, la construction d'un cycle boule. Le deuxième triangle ici est clôturé, hein, il est sur la bougie précédente. Voilà, il est clôturé, on voit bien la structure très divergente sur les prix, hein, sine wave oscille, on est bien bon, hein, là il y a une très belle divergence, momentum ne la détecte pas, ici hop on y va, je vous le donne en 1000, on n'en aura pas beaucoup, c'est du 5 sur 5, j'ai toute confiance dans la UDNZD, je restaure le levier maximal, c'est-à-dire que je repasse levier 7 sur la UDNZD, sur ce support, hein, je vous rappelle que ici donc sur ces zones là, j'avais donc réduit mon levier, ne comprenant pas trop ce qui se passait sur ces breakouts baissiers, j'avais donc choisi de réduire mon levier dans cette zone de prix. Ici, je reprends le sens de la tendance majeure en daily. J'ai donc confiance max sur la UDNZD. Je pense qu'ici, on se dirige vers des structures de reprise acheteuse dans les prochains jours. Tout simplement, l'achat de ce bas de canal. On forme donc ici une structure ABC, 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 ABC. Et donc, j'attends ici 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Puisque je vous rappelle que dans une structure acheteuse, on doit avoir de toute façon 3 vagues de hausse. La seule structure qui correspond à ce schéma, c'est donc une structure 3, 3, 3,
5, qu'on appelle donc une leading diagonal. Dans ce cas-là, la vague 4 doit entrer dans le domaine de la vague 1. C'est ce que nous avons fait. J'ai donc maintenant la structure de prix, ce qui veut dire que je m'attends à donc avoir ici notre vague 5 en 5 vagues et très probablement une vague étendue, c'est-à-dire qu'elle cassera le canal et donc réalisera très probablement le breakout pour aller chercher les zones target précédemment escomptées. Donc maintenant, après des longs mois de patience sur la UDNZD, je pense enfin tenir la structure de marché qui m'intéresse pour jouer donc le levier que j'attends depuis très longtemps sur cette paire. Mais voilà, tout simplement, ça aura été compliqué pour arriver jusque-là, mais je pense qu'on y est. J'attends maintenant que Sine Wave reprenne des cycles acheteurs et ça ne saurait probablement tarder. En tout cas, tant qu'on tient cette zone de support des 1,08, je ne vois pas de raison de s'inquiéter ni de dégrader cette notation que je vous mets donc en place à 5 sur 5 sur la UDNZD. Donc voilà, là, tant qu'on ne vient pas chercher les niveaux d'invalidation, il ne faut pas flipper. Je ne vois pas de raison de dégrader la note de ce marché. Je reste donc en confiance max. Alors, je force peut-être un peu, c'est-à-dire qu'ici, il faudrait peut-être rester à du 4 sur 5. Allez, on va être fair play. Voilà. Donc, je vais rester 4 sur 5 parce que c'est que j'ai une très forte conviction sur cet actif-là, en weekly, en daily. Donc voilà, c'est pour ça que je multiplie les time frames. Là, en 2 heures, il faudrait quand même attendre maintenant que cette divergence-là soit validée. C'est-à-dire qu'il faut que le marché revienne chercher la précédente zone entre les deux. D'accord ? Dans une divergence, la structure, c'est ça. On forme une résistance, on va chercher la divergence et le marché doit revenir tester la précédente résistance ici, puis la déborder. C'est-à-dire que là, je dirais que pour pouvoir passer à 5 sur 5, il faudrait attendre que le marché vienne trader cette zone. Alors quand je vous mets entry buy, ce n'est pas vraiment buy entry, on va dire que c'est le prochain cycle de validation qui me mènera donc à ce 5 sur 5. Je dégrade donc pour l'instant à 4 dans ma confiance sur la UDNZD. L'USD MXN, je le trade à la vente celui-là. Et je pense qu'on a donc terminé la consolidation avec un retracement 50%. La structure en avalement baissier qui suit la journée méchée. Je suis donc baissier sur l'USD MXN et j'ai un indice de confiance de 3 sur 5 pour l'instant, c'est-à-dire qu'il faut rester modéré là-dessus. C'est 3 sur 5 à la vente. Ok, sur une UT en 2 heures. Voilà. Donc ici, dans l'attente de cassure de signaux acheteurs, puisque aucun signal vendeur ne se présente ici, il faudra donc attendre de casser un signal bullish. On vient d'en former un, on est en train de le faire, donc j'attends que la structure de support se forme là. Une fois que ce support sera touché puis débordé, d'accord, les niveaux d'invalidation seront catalysés sur les sommets. C'est-à-dire qu'ici, on pensera à invalider le trade, à dégrader la note de ce trade, donc retirer du levier, voire sortir intégralement. Pour valider, il va me falloir un signal de vente, c'est-à-dire, j'espère, la cassure d'un signal acheteur ou la formation d'un signal de vente à venir. C'est-à-dire que, voilà, ici, le chiffre va augmenter, on passera à 4 sur 5. Pour l'instant, alors je vais même mettre 2 sur 5, on est vraiment en phase spéculative ici. Et en plus, comme vous voyez, il n'y a même pas de signal vendeur. Hein, donc là, c'est vraiment le pire des scénarios. On va rentrer en breakout à cassure de signal acheteur ou en tout cas attendre la formation éventuelle dans ce cas-là. Il faut laisser le marché évoluer. Voilà. Le principe, c'est qu'on peut très bien faire ça, venir chercher un double signal vendeur. Dans ce cas-là, je réaliserai une entrée spéculative ici avec un stop au-dessus du sommet. L'autre option, c'est tout simplement le marché tergiverse ici, déclenche la cassure du signal acheteur et ce sera un trade sur breakout pour rentrer dans cette zone spéculative et passer donc avec un niveau de confiance 3 sur 5 qui n'autorise pas le levier. Le levier, pour moi, ne pourra être autorisé qu'à la cassure de ce prochain niveau, éventuellement, où on passera à du 4 sur 5 et donc du levier. L'USD Tri, je ne traite pas. Les actions, pour l'instant, je reste très faiblement exposé. Il me reste toujours Tesla, Apple et quoi donc et Amazon. Voilà, c'est les trois qui me restent. Nvidia, je suis sorti dernièrement. On va la regarder, savoir si c'est intéressant de reprendre à la vente. Donc pour le moment, hein, c'est bien Nvidia, on est sur des structures échecs en sommet historique, mais vous voyez qu'on revient juste tester les précédentes résistances. Je ne pense pas qu'il y ait de raison de s'inquiéter plus que ça sur Nvidia, donc je préfère rester out pour l'instant. Bon, Tesla, ça se reprend moins 8 aujourd'hui, hein, on ne va pas y aller par 4 chemins. C'est du gavage sur celle-là, je pense qu'on se dirige sur les breakouts, donc direction la zone des 200 $ à venir sur Tesla, la zone support hein, qui avait donc été précédemment identifiée, et depuis un bon moment, donc ça reprend, on break le milieu du range hein, qui était donc ici, les gaps baissiers sont en place, là je vois aucune raison de freiner avant la zone des 200, voire 180 $ sur cette action. Je ne remets pas de levier, hein, je rappelle, moi ça a été vente, TP 50%,
Là, j'ai pas envie de remettre du levier parce qu'on est sur les zones de prix à neuneux. Donc tout simplement, je voulais revendre un peu plus haut. Je rappelez-vous, je vendais 230, 332. On n'est pas venu les faire. On rebaisse, c'est pas grave. Il me reste toujours du levier. De toute façon, c'est comme ça. Enfin, pas de levier, mais il me reste toujours un trade, simplement avec 50% du volume initial. Mais c'est toujours un très beau gain. Je le laisse donc filer jusqu'à sa target. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc au niveau des indices, attendre les clôtures aujourd'hui. Alors FTSE, voilà, là on va y aller. Là il y a un vrai trade à faire. Donc évidemment un FTSE no comment. Je vous avais prévenu sur celui-là. Je vous avais dit que quand il chuterait, il ne ferait pas semblant. Voilà. Donc là FTSE, on est sur du levier. On est à indice de confiance 4 sur 5. Voilà. On est en levier vendeur, en daily, en 2 heures, sur l'intégralité de tous les time frames, c'est juste bear. On va arriver par contre sur un premier niveau de target, mais je pense qu'on va le déborder. Donc FTSE, c'est un magnifique trade bien réalisé, de très beaux gains. D'accord. Encore une fois, plus l'indice de confiance est élevé, plus mon levier est élevé sur ces marchés, et bien évidemment, plus les gains associés le sont. Donc voilà, là tout est bear en 2 heures, il n'y a pas de souci. Ici on est bien, même j'ai même envie de dire 5 sur 5. Là en 2 heures, voilà. En daily on est à 4 sur 5, en 2 heures on est bien sur du max leverage ici, c'est-à-dire que c'est des marchés qu'on peut trader en levier. Attention, on arrive sur des premiers niveaux de support, donc il faudra surveiller les TP et autres structures du genre. Je ne pense pas du tout qu'on soit sur la fin de la tendance, mais tout simplement ici donc des structures de TP avec des encaissements à réaliser, encaissements partiels, je le rappelle. Donc une fois que ces TP se déclencheront, il faudra passer l'indice de confiance à 4 sur 5, récupérer des gains partiels et puis attendre des essoufflements plus bas. Mais voilà, donc encore une fois, il y en a beaucoup qui m'ont reproché des erreurs de trading dernièrement. Je vous rappelle quand même que tous ces trades-là, ça fait des mois que je les suis, que je les mets en place. Ils ont mis des mois à se développer. J'aime autant vous dire que là, ce que je récupère sur le FTSE, voilà, là je prends à peu près 15% de gains pour l'instant sur le FTSE et ce n'est que le début. Voilà. C'était simplement pour préciser les choses. Voilà. Donc là, moi, je suis levier 4 sur le FTSE, même chose. Et voilà, donc vous prenez les baisses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, le FTSE à lui seul me donne 5% de gain sur le capital aujourd'hui, et j'attends encore des baisses plus bas. Donc, c'est simplement voilà, pour vous retranscrire encore une fois la chose. What else? On est plutôt bon. Voilà, allez, on a fait le tour. Donc les scénarios se déclenchent petit à petit. Les prochains scénarios que je vois en déclenchement seront pour moi GBP, USD. J'attends donc la cassure de la marginale de la résistance pour valider une reprise acheteuse et augmenter le niveau de confiance. Mais les achats se feront sur des pullbacks. Gold, même chose. Gold et silver restent des scénarios pour l'instant spéculatifs. C'est les prochains que j'attends pour espérer les passer en levier. On doit parler obligatoirement des taux en zone européenne. D'accord. Donc voilà, pour moi, l'échéance s'est faite ici. Le rollover, là, c'est donc fait le 4 septembre, le 5. Donc ici, j'ai récupéré mes très maigres gains sur l'échéance de septembre. Je me repositionne immédiatement sur l'échéance de décembre, puisque je m'attends à ce que les taux en zone européenne explosent. Donc tout simplement, ça, c'est plutôt pas bon signe pour le DAX et compagnie. Et pour l'ensemble des marchés actions. Mais pour l'instant, j'attends donc de voir comment Wall Street va se comporter ce vendredi, tout simplement parce qu'il n'est pas impossible que Wall Street tente de sauver le bout de viande comme d'habitude et essaie donc de maintenir des achats sur support en fin de semaine pour éviter la clôture tout en bas. Donc c'est le seul enjeu de cette journée. Je vais passer à vos questions. Allez, donc, salut, je pense que comme beaucoup des débutants, j'ai tendance à me focaliser uniquement sur les marchés que tu suis et analyses, et je me rends compte que ça m'empêche de faire mon analyse de contexte, vu que celui-ci est donné. Est-ce que ce serait possible que chaque semaine, tu donnes une paire actions crypto au hasard que chacun essaie d'analyser dans son coin? Alors, tout à fait. Alors ça, le problème, c'est simplement que j'ai de moins en moins de temps à vous accorder dans le Discord. Je vous rappelle, au début du Discord, on faisait ça. Chaque semaine, je vous faisais des petits QCM, je vous faisais... Voilà, le problème, c'est que j'ai vraiment plus le temps de faire ça pour l'instant. J'espère retrouver ce temps-là prochainement pour pouvoir le refaire. Vous pouvez vous entraîner vous-même. Moi, j'essaie de vous stimuler. C'est pas compliqué à faire, effectivement, Sachi, mais... Sachi, voilà, mais...
ce serait bien que je puisse le refaire, je manque simplement de temps. Donc essayez de vous auto-motiver dans le Discord. Vous pouvez sans problème demander à un modérateur de vous donner au début de la semaine, au hasard, effectivement, un time frame et machin. Moi, si vous voulez, c'est dans la mise en place de ce truc-là que j'ai du mal. Après, évidemment, ceux qui se sentent de le faire, le font, et puis me demanderont derrière. Moi, j'irai faire un petit check-up. C'est-à-dire, une fois que vous aurez donné vos réponses, j'irai dire qui a bon, qui a pas bon, tout ça. Je veux bien faire ça, mais c'est vrai que dans la mise en place du truc, ça me prend un temps fou que j'ai pas maintenant. Si vous voulez vous le faire, il n'y a pas de problème. Alors, à propos des crédits immobiliers, tu fais erreur, le TAOG n'est pas un index, c'est un calcul incluant tous les frais annexes au taux. Il a été créé pour fournir aux consommateurs. Oui, bien sûr, mais le TAEG est un taux qui est imposé par le gouvernement, qui fait tout. Alors, bon, ok, on n'est pas d'accord, mais je suis désolé, les taux fixes, ça n'existe plus depuis très longtemps, tout simplement parce que les taux sont révisés en fonction de la perception du risque. Alors je me trompe peut-être, mais là ta réponse, je suis désolé, on peut sans problème le changer en cours de route. Un taux fixe, c'est un taux qui est justement indexé à un indice TAEG. Voilà, je dis j'ai peut-être encore tort, mais honnêtement, je suis désolé. Négociable uniquement en cas de rachat de crédit. Alors bon, vous faites comme vous voulez. Je me trompe peut-être, hein, donc je mets un bémol, mais honnêtement, il me semble que ça fonctionne bien comme ça et que le taux fixe, quoi qu'il arrive, est à réindexation, c'est-à-dire qu'il est soumis non seulement à l'inflation, tout simplement parce que la banque elle n'est pas là pour perdre d'argent. Hein. Encore une fois, si vous pensez ça, vous pensez un peu faible d'esprit. Je pense sincèrement que c'est impossible mécaniquement parlant qu'on vous propose un taux fixe, c'est-à-dire à vous dire ok, je vous prête effectivement à 10 ans ou à 15 ans ou à 25 ans avec ce taux-là et tout va bien se passer. Il me semble, quoi qu'il arrive, qu'il y a des réindexations possibles du taux, sous raison X ou Y. Il faudrait lire tout simplement. Moi, j'en sais rien, je n'ai pas fait de prêt. Mais encore une fois, allez regarder les petites lignes de vos prêts. Ça m'étonnerait aujourd'hui qu'un banquier vous prête avec un taux fixe, sans petite ligne, sans petit astérix, et tout ce qui va avec. Donc, lisez vos astérix et vos astérisques, pardon. Et dites-moi ce qu'il y a dessous, mais je suis prêt à vous parier qu'il y a forcément des clauses de renégociation du taux, sous conditions évidemment particulières, mais c'est toujours pareil. Voilà. Donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je sais pas, je suis pas banquier, je suis encore moins assureur, hein, parce que le crédit, ça relève plus de l'assurance que de la banque. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'un modèle financier, c'est impossible qu'aujourd'hui on vous propose un taux fixe, tout simplement. On va peut-être vous le vendre comme tel, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas. Et vous vous renseignez comme vous voulez, mais moi, je ne pense pas faire fausse route là-dessus. Alors après, si vous me prouvez par A plus B que c'est le cas, je veux pas, voilà, je veux pas vos ressentis. Ça, je m'en fous. Ce que je veux, c'est un professionnel qui m'explique où je me trompe. Voilà. S'il y en a un d'entre vous qui est assureur professionnel ou banquier professionnel, qui peut m'expliquer où je fais fausse route, il n'y a pas de problème, je suis toujours prêt à accepter mes erreurs, mais très clairement, moi, mécaniquement parlant, d'un point de vue financier, aujourd'hui, il est impossible de proposer un taux fixe à un client, c'est-à-dire il est impossible de s'engager sur une dette à 25 ans avec un taux non négociable, donc il y a forcément des options et des clauses de renégociation que vous ne connaissez peut-être pas, et je me suis peut-être trompé sur l'indice TAEG, mais il me semble que pour ma part ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le gouvernement fixe une limite sur le TAEG, et que évidemment cette limite peut être sujette à augmenter, et dès que votre contrat sera renégocié, vous pourrez être revu, et majoritairement à la hausse. C'est ce que je pense. Maintenant, je peux me planter. On va sortir de ce cadre-là. Donc, toutes les réponses TAEG, soit je veux la réponse d'un professionnel du crédit qui me dira que j'ai tort ou raison, ou qui me dira où j'ai tort ou j'ai raison. Si on reste sur des spéculations de particuliers, et je suis moi-même un particulier, hein, et que je dis je peux avoir raison, j'impose pas ma vérité ici. Mais ça me semble assez faiblement probable aujourd'hui qu'un courtier vous propose un taux fixe. Un vrai taux fixe. C'est ça que j'entends bien. Quoi qu'il en soit, hein, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, pas faire, si vous devez acheter de l'immobilier, pas acheter de l'immobilier. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui prendre un crédit, c'est fou, hein, c'est stupide. Voilà, que ce soit à la consommation, à l'immobilier, quoi qu'il arrive, si aujourd'hui vous êtes en train de prendre des crédits alors qu'on est à l'aube d'une remontée brutale des taux, j'ai plutôt envie de dire que vous prenez un risque, ou alors il faut vraiment que vous ayez un taux fixe sans astérisque. Voilà, on vous dit vous êtes à 1,5 sur 20 ans, il n'y a pas d'astérisque, il n'y a pas de renégociation possible. Là, parfait, et j'ai envie de dire dans ce cas-là, n'hésitez pas.
Enfin, 2 semaines de long sur les alt et sapé, bah non, voilà, tu as la réponse, hein, ça marche pas. Alors, sur les BTC, les gens annoncent déjà avoir buy, levé, bottom, et ben voilà, magnifique. Donc effectivement, on risque de casser le support, enfin on risque, c'est un risque encore une fois. Donc moi je pense que tout simplement, ben là il faut faire très très attention, que ce soit les cryptos. Moi ce qui me fait peur, c'est surtout, je vous dis toujours, le problème du Tether, et le fait que je vois les hausses et les maintiens du Bitcoin, c'est-à-dire les volumes acheteurs de Bitcoin récents, sont majoritairement dus au Tether, et ça c'est très inquiétant. Tout simplement parce que ça pourrait dire que le maintien du Bitcoin actuel, qui pour moi n'est pas normal, hein, encore une fois, par rapport aux rentabilités qui sont proposées, je parle toujours des buy and hold, hein, c'est-à-dire les objectifs haussiers qui pourraient être cotés par les Ethers et compagnie, qui sont de l'ordre de 5-100%, donc multipliés par 6 par rapport aux prix qui sont cotés actuellement. Le Bitcoin ne propose que 3. Donc ça me paraît pas normal, d'où la raison pour laquelle moi sur la partie BTC, j'attends que les prix aillent plus bas. Je préfère, voilà. quitte à ne pas avoir de BTC, ou très peu, mais pour l'instant je reste sur cette thématique-là. Je réfléchis si j'ai une dernière chose à vous dire. Alors oui, je vais reprendre bien évidemment le traitement des abonnements, hein, c'est-à-dire que y en a beaucoup d'entre vous qui ont terminé leurs abonnements la semaine dernière et qui ont les abonnements toujours actifs. Rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié, c'est juste que j'avais autre chose à foutre pendant mes vacances. Donc j'espère que vous aurez bien profité de ces petites semaines de rab. C'est offert par la maison avec grand plaisir, mais évidemment, je suis désolé, hein, je vais devoir reprendre les choses au cours normal. C'est-à-dire que je vais retraiter les abonnements là dans les jours qui viennent. C'est à peu près tout, je pense, que j'avais à vous transmettre. Donc les briefs reprennent lundi. Je ne sais pas si les trading points vont reprendre lundi également. Je crois que c'était que en septembre la pause, c'était que en août la pause. Donc je ne sais pas, à voir. Je vous tiendrai informé de tout ça, mais normalement lundi je reprends un cadre normal. Je vous rappelle que le 21 septembre, je reprends la route de Paris. Alors pourquoi il ne veut pas me mettre un calendrier celui-là? Voilà, donc le 21 septembre, je serai donc à Paris tout le week-end jusqu'au dimanche 23. Donc pour tous ceux qui sont sur Paris ou en région parisienne, si vous voulez qu'on se rencontre, on se rencontre avec grand plaisir le 21, donc pour ceux qui veulent, dans la journée du 21 au salon du trading. Sinon, je serai là évidemment le 22 pour aller boire des coups sur Paris et qu'on se rencontre en face à face. Voilà, bye bye et bon week-end, à lundi.